Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce que je nous souhaite, c'est beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de chercheurs, beaucoup plus d'innovation. Pour reposer dans le contexte, on l'a dit, la couleur végétale avait été au cœur de l'artisanat et des traditions culturelles. Et avec l'avènement des colorants de synthèse, elle a vraiment été reléguée au second plan. Et aujourd'hui, malgré un retour de l'intérêt du naturel et des défis, que ce soit point de vue santé ou point de vue environnement, eh bien, il n'y a pas un retour aussi fulgurant qu'on pouvait l'attendre sur une solution qui semble évidente, la couleur végétale et les pigments d'origine végétaux. On sait qu'il y a des techniques à moderniser, des techniques à développer, comme l'extraction plus facile de molécules. Vous savez que les colorants végétaux, c'est des cocktails et donc on cherche parfois qu'une seule molécule. On cherche aussi maintenant à valoriser l'entièreté de la plante. On a besoin de stabiliser certains pigments ou certaines molécules colorantes qui sont fugaces ou sensibles aux UV ou qui ont des propriétés un peu plus fugaces, c'était le terme. On peut encore trouver de nouvelles applications en faisant de la recherche, etc. Mais tout ça, c'est ce que je viens de dire, ça demande de faire des investissements poussés dans des labos pour financer de la recherche. Et le problème, c'est qu'il y a un manque d'investissement depuis des décennies, donc sur la recherche des pigments naturels, et il y a peu d'écoles, de labos, de centres de recherche qui allouent des budgets à cette recherche sur les colorants, des colorants végétaux. Donc, il y a vraiment tout un boulot à faire là-dessus. On a vu qu'on était en train de relancer la filière tinctoriale avec l'action de chaque acteur de la chaîne de valeur, donc les agriculteurs qui se rassemblent, qui travaillent leur technique, qui travaillent leur agronomie sur le champ, qui se mécanisent avec des outils qui sont beaucoup plus malléables, enfin manipulables à échelle de notre échelle de l'agriculture tinctoriale. On a vu qu'il y avait des transformations au niveau des industries, qu'il y avait des process qu'on était en train de travailler pour les rendre industriels. On a vu qu'il y avait beaucoup de sujets à explorer, etc. Mais ce qui change aussi et ce qu'on voit moins, c'est ces fameux chercheurs qui changent la donne. Donc, il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre ou pas pour redonner les lettres de noblesse à la couleur végétale. Et je voulais vous en citer quelques exemples inspirants de thèses et de sujets de recherche sur lesquels on a pu échanger avec ces personnes ou en tout cas rentrer en contact. Donc je voudrais citer par exemple Coralie Lancry qui elle travaille sur la biodiversité martiniquaise pour les pigments cosmétiques. Savoir que il y a la flore métropolitaine, on va dire, de France, mais il y a aussi les flores des dom-toms, et si Henri-Joseph était là, Henri-Joseph de Guadeloupe nous dirait que l'avenir de la couleur en France, elle se passe dans les dom-toms. Donc le sujet de thèse de Coralie, c'est cette fameuse biodiversité, ces pigments différents, et en fait là, elle cherche, alors je le dis avec mes mots, mais les propriétés physico-chimiques des plantes locales, donc en Martinique, pour trouver des pigments qui pourraient être utilisés dans la cosmétique. Ça me fait penser également aux travaux de Andriama Nantena de Chlorophylle qu'on va recevoir sur le podcast, qui lui travaille à la Réunion et sur la flore malgache et réunionnaise. C'est passionnant, donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast, je le redis là. Ensuite, on a un autre sujet, Laura Guiuso. Donc elle travaille sur les plantes tinctoriales pour des produits finis en cosmétique aussi. L'idée, c'est travailler l'innovation des procédés de transformation. Donc là, c'est vraiment plus dans la technique de transformation. Ensuite, je voulais vous citer Marine Chambaud. Donc elle, c'est des méthodes d'éco-extraction et de caractérisation phytochimique. Alors pour vous simplifier tout ça, l'éco-extraction, c'est comme l'écologie, c'est comment rendre plus respectueux de la planète l'extraction. Donc choix des solvants plus vertueux. Donc les solvants, c'est en fait la solution dans laquelle on peut extraire. Donc désolé pour les chimistes si je fais des méga raccourcis, mais c'est pour vulgariser un petit peu. Donc en fait, l'éco-extraction, c'est l'ensemble des méthodes qu'on va mettre en place pour rendre cette extraction plus vertueuse. Donc je le disais, solvant, les techniques utilisées, la durée de chauffage, l'énergie utilisée, etc. pour rendre ça beaucoup plus vertueux. On va utiliser des solvants naturels, on va passer par exemple à l'eau ou à d'autres solvants qui permettent de ne pas polluer une fois l'extraction faite et recycler forcément tous ces
pas déchets, mais tous ces coproduits. Et caractérisation phytochimique, ça veut dire vraiment regarder ce qu'on a extrait, quelles sont les propriétés, etc. Donc là, pareil, c'est vraiment un travail hyper crucial pour rendre cette extraction de pigments végétaux encore plus vertueuse, parce que là, on travaille sur du végétal. Et si en plus on rend cette extraction clean entre guillemets, et ben c'est le top. Ensuite, Pauline Munoz. Alors, Pauline, son sujet, c'est poétique des matières végétales délaissées. En gros, pour la faire courte, et je me suis dit, oh, je comprends pas du tout ce que c'est. Et en fait, le sujet de thèse de Pauline et ses idées sont incroyables. Donc, pour la faire très courte, elle explore en gros les relations qu'il peut y avoir entre le design, la couleur, la matière et la création. Et elle travaille sur des matériaux oubliés ou issus de, comment on va dire, de coproduits pour en faire une boucle vertueuse de l'upcycling, clairement, avec la couleur végétale. C'est-à-dire que dans son projet, on allie une matière, un coproduit et une couleur. Bref, on a échangé toutes les deux. Franchement, suivez son travail et bloquez sa thèse qui devrait sortir donc fin décembre 2025. J'essaierai de pouvoir y être et de pouvoir y assister pour vous faire un retour, mais si c'est public d'ailleurs, mais canon. Ensuite, je voulais vous parler de Romain Vauquelin. Donc Romain Vauquelin qui lui a travaillé sur la WED, donc le fameux pastel des teinturiers, plante historique des Hauts-de-France et aussi de la région de Toulouse. Hein, on a ces deux bassins historiques. Et donc en fait, Romain, vous allez le voir, il arrive bientôt sur le podcast. Et il s'est fait accompagner de Charles Giot pour toute la partie historique. Charles, qu'on va aussi avoir sur le podcast, et qui a une démarche très ambitieuse de collecter toutes les sources qu'il peut y avoir sur le pastel des teinturiers dans les différents endroits de France. Donc, on travaillera ça. Et donc Romain Vauquelin, c'est aussi a travaillé pendant 3 ans, hein, clairement, sur la l'Isatis tinctoria, ses propriétés, comment faire un procédé d'extraction plus rapide, etc. Comment déclencher dans le champ entre guillemets la récolte, parce que il est en capacité d'analyser le taux de colorant max, la molécule d'intérêt max dans une feuille et dire go, c'est maintenant qu'on récolte. Bref, je vous fais des méga raccourcis, je m'excuse auprès de ces personnes, j'essaye vraiment de vulgariser. Et donc, voilà, donc l'idée c'est que on a des chercheurs, on doit les mettre en avant. Et pareil, on va aussi parler brevets, on l'a abordé avec notamment Fabienne Kozik, qui a posé un brevet en France et en Europe pour la coloration capillaire végétale, pour travailler encore plus la fixation, on va dire, de la coloration végétale aux cheveux, pour encore une fois faire très court. Et vous dire un petit chiffre incroyable, c'est que en France, par rapport aux brevets et aux études scientifiques sur les colorants végétaux, on n'a pas beaucoup de choses finalement. Quand on voit que par exemple la Chine est devenue le premier pays déposant des brevets dans le monde, donc je crois qu'il y en a, c'était 1,6 million il y a 2 ans, en 2023. Donc, par contre, le truc qu'il faut nuancer, c'est que des dépôts de brevets en Chine, ils sont pas adaptables à nos standards à nous, Européens et Américains. Donc, ils ont beau en déposer plein, ça peut pas nous aider nous dans notre industrie, dans notre recherche. Donc, il faut vraiment, vous avez compris l'idée, que nous, on redevienne autonome aussi sur la recherche. Il faut soutenir, donc que ce soit dans la recherche agronomique, de trouver des variétés plus adaptées, de continuer à avoir des variétés qui nécessitent pas d'action contre les ravageurs, d'avoir des variétés qui soient adaptées au réchauffement climatique, qui soient plus résistantes encore à la sécheresse, parce qu'on sait très bien ce qui nous attend. Donc, point de vue agronomique. Ensuite, point de vue, on l'a vu, éco-extraction, comment optimiser les process, comment être clean dans la partie labo. Ensuite, travailler toute la suite, comment travailler des apprêts qui soient plus naturels, parce que ça sert à rien de faire de la teinture végétale, si c'est pour mettre des apprêts chimiques dessus, autant ne rien faire. Ensuite, dans d'autres domaines d'application, c'est pareil. On utilise des colorants végétaux. Quels produits on vient mettre avec, qui soit naturel également. Donc, il y a la couleur comme colorant, et pas que.
on en parlera. Et il y a tous les autres produits qui rentrent en lien avec ça. Comment on fait pour qu'ils soient beaucoup plus vertueux. Bref. Donc, vous l'avez vu, c'est hyper essentiel de soutenir la recherche. Donc, il y a différents sujets de recherche. Il n'en manque pas. Si vous parlez à Dominique Cardon, elle a 12 milliards d'idées de ce qu'il faudrait aller encore chercher. Le problème, c'est que il y a un désinvestissement massif. Donc, moi, à ma petite échelle, avec le podcast, j'ai décidé de donner la parole à tous ces soutenants de thèse. Donc, on a commencé par Romain Vauquelin. On a qui travaille donc à l'IUT de Béthune et aussi l'université d'Artois. Donc, bref. Et donc, l'idée, ça va être de travailler encore plus en lien avec ces instituts qui travaillent, qui font des recherches. Je pense notamment fortement à l'IUT de Béthune avec Patrick Martin, qui se décarcassent pour parler, fédérer autour de la couleur végétale. Donc voilà, l'idée, ça va vraiment être de leur donner davantage la parole. Et pour vous citer quelques exemples qui seraient hyper passionnants d'aller creuser, les potentiels des pigments de couleur avec les plantes invasives, les liens qu'il peut y avoir entre bioactivité des plantes tinctoriales et soins, bien-être, santé, la stabilisation des couleurs de certains pigments végétaux qui sont fugaces aux UV ou à d'autres choses, on l'a vu. Tous ne sont pas des bons candidats en fonction des projets, d'où la connaissance en botanique et dans la pratique. Et enfin, d'autres idées, par exemple dans le bâtiment, l'usage des plantes tinctoriales pour l'isolation des bâtiments sur des fibres naturelles, isolantes, qu'on pourrait teindre pour leur conférer des propriétés colorées qui ne sont pas les propriétés premières qu'on cherche, mais par exemple antifongiques ou répulsives des indésirables. Bref, il y a énormément de choses à faire. Donc, mon objectif, c'est de donner la parole à ces chercheurs, à ces instituts de recherche. Donc, si vous avez, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes des chercheurs, des regroupements de chercheurs, et que ce que vous cherchez est libre de droit public, on va dire, et que ce n'est pas pour des labos privés, et que vous avez le droit d'en parler, eh bien, vous êtes les bienvenus sur le podcast à Haricots Verts. Donc, en gros, c'était long et fastidieux, mais je nous souhaite pour 2025 plus de chercheurs, plus de financement d'entreprises pour l'avenir de la couleur végétale, plus de brevets déposés et plus de partage et de mise en avant de ces super acteurs qui font avancer notre sujet. Belle journée à tous.